quand je parle d'interliaison, je me situe dans une perspective psychanalytique. Bien entendu, qui est pour moi une complémentarité, un complément de ce que Freud a apporté. C'est pour ça que ça peut être discuté à l'infini. J'apporte là vraiment des hypothèses. Mon hypothèse est que le fondement du fonctionnement psychique est fait, et surtout sous la domination de la pulsion sexuelle, avec tous ces systèmes défensifs, bien entendu, dont le refoulement. Et là, je pose le postulat d'une deuxième pulsion que j'appelle l'interliaison, qui, elle, permettrait l'articulation de l'intrapsychique avec le monde extérieur, c'est-à-dire la liaison des psychismes entre eux. Vous voyez que c'est donc différent, mais complémentaire. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre sans une finalité sexuelle et une finalité de groupement de sécuritaire pour permettre la survie de l'espèce. Les deux choses sont indispensables. Bon, je dis très vite des choses pour bien montrer que je me situe au niveau d'une métapsychologie où je n'élimine pas, loin de là, la pulsion sexuelle. Vous entendez bien, hein, la pulsion sexuelle reste pour moi fondamentale, mais elle est complémentaire à la pulsion d'interliaison. Alors, revenons maintenant à la pulsion d'interliaison. Bien entendu, quand je suis au niveau clinique, j'essaye d'écouter les deux expressions, parce que les deux expressions sont toujours là. Elles sont plus ou moins recouvertes les unes par les autres, ou dominant, ou peut dominer l'une ou l'autre, mais elles sont toujours présentes. Hein, notre sexualité est toujours là. Notre désir d'aller vers l'autre est toujours là. Hein, de faire avec lui alliance. C'est toujours là. Mais il est vrai que certaines pathologies, les pathologies dont je m'occupe sont surtout des états limites, c'est-à-dire entre psychose et névrose. Eh bien là, disons que ce qui a rapport au relationnel est plus en danger encore, si je peux dire, que la sexualité. Donc là, il y a une difficulté souvent très grande de relation avec le monde externe. Voilà. C'était simplement pour dire, mais ça n'empêche pas que les problématiques sexuelles sont là. Hein. Sinon, elles sont souvent d'une très grande crudité. Justement, parce que le refoulement n'a pas bien fonctionné. Bon, voilà. C'était simplement pour vous répondre qu'il s'agit bien d'écouter au niveau clinique les deux expressions. Même si l'une est plus forte par moment que l'autre, et fondamentalement peut-être plus fragile. Pour moi, la pulsion, c'est un postulat que je reprends. C'est le postulat de Freud sur la pulsion. C'est-à-dire, c'est une poussée, c'est entre somatique et psychique. Hein, c'est-à-dire, c'est une poussée énergétique qui essaye de transformer tout ce qui est de l'ordre de la somatisation en psychisme. C'est déjà, la pulsion représente le travail psychique. Ne l'oublions pas. Les premières formes de la mise en travail psychique. Hein, c'est-à-dire, on quitte le biologique, c'est entre somatique et psychique, on quitte le biologique en travail pour s'exprimer de façon psychique. Donc, je reprends ce postulat. Hein, je reprends ce postulat, c'est pour ça que je parle d'énergie. C'est une poussée. C'est une poussée qui nous permet à la fois d'exprimer les choses les plus élémentaires, mais qui déjà se mettent en travail psychique. C'est bien pour ça que Freud, si je reprends la pulsion sexuelle, parle de tout ce qu'il en est des processus primaires, des processus secondaires, de toute la psychologie, de toute la psychisation qui est déjà en route. C'est donc une première forme
du travail psychique. Ne l'oublions pas, c'est une représentance psychique, la pulsion. Hein, c'est déjà une première forme de représentance psychique. C'est entre, je répète, entre somatique et psychique. Hein, c'est cette mise en travail de. Vous voyez, c'est ça qui nous intéresse, cette mise en travail de. Et notre travail thérapeutique est de soutenir ce mouvement psychique, ces mouvements psychiques, avec toutes les difficultés, bien entendu. Alors maintenant, si on revient sur la clinique et la méthodologie, et la méthodologie donc psychodramatique, c'est ça votre question? Oui. Eh bien, alors, si on reprend cette méthodologie du psychodrame, vous savez que la conception alors là, du psychodrame lui-même est très différente suivant les auteurs. Hein, il y a ceux qui mettent l'accent sur le jeu, surtout, vous voyez, comme expression cathartique, ou bien expression représentative, ou expression, vous voyez, ça, suivant les auteurs, on pourrait reprendre les différents auteurs, qu'est-ce qu'ils pensent du jeu. Hein. En ce qui me concerne, je vois le jeu dans une continuité groupale. Je n'isole pas le jeu. Vous voyez, pour moi, ça n'est pas un instantané qui va permettre soit la libération des affects, soit une libération cathartique, soit une représentation qui ne peut pas avoir lieu sans ça. Vous voyez, ça n'est pas comme ça que je le conçois. Je le conçois comme une continuité du travail groupal. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai divisé le psychodrame de 2 heures en 3 temps. Une première demi-heure où je laisse les patients discuter entre eux, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils entendent qui ils sont, ce qui leur est très difficile d'entendre. Il faut leur laisser le temps pour l'entendre, pour qu'ils se questionnent éventuellement, pour qu'ils retiennent qui est l'autre, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre, c'est-à-dire qu'ils se mettent en curiosité, en état de curiosité de l'autre, et en état peut-être de provoquer l'attention de l'autre à leur égard aussi. Vous voyez qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Ça dure à peu près une demi-heure. À peu près, hein, je n'ai pas un temps. Bon. Après une demi-heure, je pose la question. C'est une question en continuité. Je demande qui aimerait continuer, j'insiste sur le thème, qui aimerait continuer à explorer ce qu'on est en train de dire, ou bien à aller plus loin sur quelque chose qu'on vient de ressentir. Je dis continuer, vous voyez, j'insiste beaucoup sur ce terme, pour ne pas qu'on fasse une division des temps. On continue à vivre, mais on va le vivre d'une autre façon. Et à ce moment-là, si quelqu'un se désigne, je passe rapidement là-dessus parce que vous savez, je me demande de quelle scène j'aimerais jouer. Généralement, c'est confus. Il faut aider un peu à la mise en place de cette scénarisation. Et je lui demande de choisir ses partenaires parmi les autres patients du jeu, du groupe. On joue, ça peut durer, je reviendrai sur le jeu si ça vous intéresse, mais c'est pour montrer la continuité. Ça peut durer 10 minutes, disons. Hein. Je demande éventuellement si ça fait penser à d'autres choses, ce qui vient de jouer, c'est-à-dire de mettre en état associatif, éventuellement, ce qui peut provoquer un deuxième jeu sur les associations qui viennent d'être faites. Et quand c'est terminé, la personne retourne à sa place, alors c'est là la continuité, je demande à l'ensemble du groupe, qu'est-ce que vous avez ressenti de ce que vous venez de vivre? Vous voyez, toujours la continuité. Vous avez vécu quelque chose, qu'est-ce que vous en avez ressenti? Alors chacun généralement
ressenti ce qu'il en a ressenti. Ça l'a intéressé, pas intéressé. Chacun a dire des choses très, très, très différentes. Mais c'est ça la différence. Et je demande seulement à la fin, à la personne qui a demandé le jeu, je lui demande qu'est-ce que vous avez vécu dans votre jeu et qu'est-ce que vous avez entendu de ce qui vient d'être dit de votre jeu. Et là, alors, il se passe souvent des choses vraiment intéressantes. C'est-à-dire, il partent. Vous voyez, alors que ça n'est plus seulement le jeu qui le provoque, c'est ce qui a été dit de son jeu tout autant et qui lui permet cette sorte de recul nécessaire qui est si difficile à tous. Hein, je veux dire qu'on soit névrosé, psychotique, ou l'un un petit peu l'autre, c'est notre recul qui est difficile. Hein, nous voulons la chose immédiate. Là, ça permet ce petit recul qui permet un tout petit peu de se mettre à penser. Et non pas simplement à désirer l'immédiateté. En ce qui concerne le jeu, il y a les règles générales hein, qui sont de confidentialité, je ne reviens pas là-dessus, hein, sur le fonctionnement général. Oui, moi, le général et le particulier, ça ne doit jamais se... Bon. Mais quant au jeu, je leur fais, je dis même quelquefois, oui, ce que nous allons représenter n'est pas la réalité. Hein, c'est ce que vous en imaginez, ou c'est ce qu'on va essayer de faire, de dire, pour que vous puissiez peut-être mieux penser la réalité. Et donc, je montre bien que, parce que certains patients vous disent, vous disent, mais c'est pas comme ça. Mon frère, il dit pas ça. Mon frère, mais je dis, mais tant mieux s'il dit pas ça. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas ce que votre frère dit. C'est ce qui se passe en vous de ce qu'il dit. Ce que vous auriez envie de dire et que vous ne dites pas. Ou ce que vous ressentez et que vous ne dites pas. Et donc ça, je montre bien la différence. Vous voyez, pour que ce ne soit pas pris comme des modèles de fonctionnement. Parce que certains patients voudraient que et malheureusement, enfin pas malheureusement, il y a des psychodrames didactiques qui sont un peu comme ça. Institutionnellement, on a vu au départ certains jeux de rôle. Vous savez, certains jeux de rôle étaient beaucoup plus pour s'initier à être dans des situations sociales. C'est pas du tout le cas là. Hein. Mais il faut au contraire bien souligner que ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui se passe en eux. Et que ça n'a rien à voir, paradoxalement, ça peut rien à voir apparemment, avec la réalité, mais ça parlera encore mieux de la réalité, parce que c'est leur réalité qui sera analysée. Donc ça, c'est déjà important. L'autre chose, alors je leur demande effectivement, quand ils ont à jouer, il y a deux choses qui doivent être très... Ils ne doivent ni frapper, même s'ils sont très en colère, ils peuvent le montrer par leurs paroles ou leurs gestes, mais ne pas faire mal à leur interlocuteur, ni sexuellement, ils peuvent l'exprimer verbalement, le verbe peut tout dire, mais ils n'ont pas à exprimer dans les gestes, direct. Donc, je donne ces limites de la sexualité et de la violence, c'est-à-dire c'est la parole qui va dire, c'est la parole qui va exprimer. C'est pas le contact direct de la violence ou de la sexualité. Voilà. Alors, ceci étant dit, certains patients, vous devez le savoir, soit investissent trop le jeu et n'en retirent rien, parce que précisément, c'est un tel investissement, c'est comme le plaisir, qu'est-ce qu'on en retire? Une fois qu'on l'a eu, c'est terminé, quoi. Je veux dire, vous voyez, on attend que ça recommence. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire ceux qui ont une sorte d'addiction au jeu, c'est ça. Ils veulent du jeu pour être excités, mais non pas pour penser. Vous voyez? Donc, il va falloir calmer, si je peux dire, vous voyez, pour mettre de la pensée. Et d'autres, au contraire, ont la terreur du jeu. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais d'autres ont extrêmement peur parce
que c'est comme s'ils se mettaient dans une situation où ils ne peuvent plus penser. Mais qu'est-ce que je vais jouer? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on les mettait dans une situation inconnue, inhabituelle, où ils sont la terreur d'être dépassés. Vous voyez? Donc on a les deux extrêmes. Donc il faut, dans les deux extrêmes, être très attentif pour calmer les uns et soutenir au contraire les autres. Ce type de passage à l'acte est souvent lié à des narcissismes très fragiles. Très, très fragiles. Et ce qui fait que tout ce qui est de l'ordre de réflexion